On va s'intéresser aujourd'hui à la quête assez complexe de la France pour son indépendance numérique. C'est un enjeu majeur. En s'appuyant sur un rapport très révélateur de la Cour des comptes, on va décortiquer ensemble les stratégies, les obstacles et puis aussi les compromis que l'État français doit faire. Voilà, tout part de là. Dans le monde ultra connecté qui est le nôtre, avoir la maîtrise de ces données, c'est devenu aussi vital que de contrôler ses frontières physiques. Pour un État moderne, la réponse à cette question, elle définit sa capacité à protéger ses secrets, à innover et finalement à agir en toute autonomie. Alors la souveraineté numérique, qu'est-ce que c'est concrètement ? Ce n'est pas juste une histoire de technologie, loin de là. C'est avant tout la capacité d'un État à décider pour lui-même. C'est le pouvoir de protéger les informations de ses administrations, de ses citoyens, sans dépendre du bon vouloir ou pire, des lois d'une puissance étrangère. Avant de regarder la réponse française, il faut d'abord comprendre les forces en jeu. Parce que la souveraineté numérique, ça n'existe pas dans une bulle. Elle est sans cesse défiée par des pressions extérieures, des pressions puissantes et souvent assez invisibles. Ce qu'on voit ici, c'est la construction, petit à petit, d'un véritable arsenal juridique. Depuis les années 80, les États-Unis ont mis en place toute une série de lois qui ont une portée extraterritoriale. En clair, ces textes permettent à leurs agences d'accéder à des données bien au-delà de leurs propres frontières, ce qui pose un défi direct à la souveraineté des autres pays. Et cette phrase, elle résume parfaitement le cœur du problème. Le Cloud Act, en fait, il court-circuite complètement les canaux diplomatiques et judiciaires classiques. Une entreprise américaine, même si ses serveurs sont en France et que ses clients sont français, peut être légalement forcée de livrer des données aux autorités américaines. Et pourquoi ce cadre juridique est-il si puissant ? Tout simplement parce qu'il s'appuie sur une domination écrasante du marché. Regardez ce graphique. 70% du marché du cloud en Europe est détenu par des géants américains. Quand la technologie est américaine, fruit d'années d'investissement et d'économies d'échelle colossales, la loi qui s'applique, c'est souvent la loi américaine. On passe d'un enjeu commercial à un enjeu géopolitique. Face à cette réalité, la France n'est évidemment pas restée les bras croisés. Une stratégie officielle a été élaborée pour bâtir un environnement numérique sécurisé et indépendant pour les services de l'État. Voyons un peu comment elle compte s'y prendre. Le nom est simple, mais l'ambition, elle, est immense. La stratégie Cloud au centre a pour but de moderniser l'État, en déplaçant ses services vers le cloud. Mais attention, pas n'importe quel cloud. L'idée, c'est de mettre la sécurité et la souveraineté au cœur de chaque décision. Et l'outil numéro 1 de cette stratégie, c'est cette qualification, Secnum Cloud. On peut voir ça comme le label de confiance ultime, l'étalon or. Un service qui est certifié Secnum Cloud, il garantit non seulement une solidité technique, mais aussi une protection juridique contre des lois comme le Cloud Act. Mais voilà, cette garantie absolue, elle a un prix. Le rapport de la Cour des comptes le dit noir sur blanc. Faire tourner une infrastructure qualifiée Secnum Cloud, ça coûte entre 25 et 40% plus cher qu'une solution cloud classique. La souveraineté, c'est donc un investissement financier important, un vrai arbitrage. Et l'argent n'est pas le seul frein. Au moment de ce rapport, seuls 16 services cloud avaient réussi à obtenir cette qualification qui est très, très exigeante. 16. C'est un chiffre qui montre à quel point le marché des solutions vraiment souveraines est encore étroit. Et ça, forcément, ça limite les options pour les administrations. On arrive maintenant à la partie la plus délicate, le moment où l'idéal de la souveraineté se heurte à la réalité du terrain. C'est là que la stratégie est mise à l'épreuve, face aux contraintes de performance, de coûts et de complexité. Le Health Data Hub, c'est vraiment le cas d'école. On parle ici de données de santé extrêmement sensibles. L'idéal, c'était évidemment un hébergement souverain, sauf que dans la pratique, il fallait une plateforme capable de gérer une quantité de données colossale et il la fallait rapidement. Face à l'urgence, le choix s'est porté sur la solution jugée la plus performante sur le marché à ce moment-là, celle de Microsoft, un compromis majeur. Autre exemple, tout aussi frappant, le projet Virtuo pour gérer la carrière de 1,2 million d'agents de l'éducation nationale. Le ministère avait besoin d'un outil non seulement sûr, mais aussi ultra performant et avec beaucoup de fonctionnalités. Le rapport montre que le choix s'est porté sur une solution américaine, allant même à l'encontre des avis officiels, parce que la performance et le coût ont été jugés prioritaires. Même la plateforme des marchés publics de l'État n'y échappe pas. C'est pourtant un endroit où transitent des secrets industriels, des offres commerciales, des données sur les infrastructures vitales du pays. L'attribution d'un contrat de maintenance à la filiale d'un groupe étranger a soulevé des inquiétudes. Ça montre que même dans les domaines les plus régaliens, la chaîne de dépendance peut créer des risques inattendus. Bon, alors, quel est le bilan chiffré de toute cette stratégie ?
Si on regarde les dépenses publiques, on peut voir comment la doctrine cloud au centre se traduit concrètement dans les budgets de l'État. Le premier constat, il est sans appel. La politique a un impact financier. Les investissements dans les services cloud par le secteur public ont littéralement explosé. Ça montre qu'il y a une vraie volonté politique de moderniser les infrastructures et de mettre en œuvre la nouvelle doctrine. Oui, mais la répartition de ces dépenses donne une image plus complexe. Sur un total de 119 millions d'euros dépensés entre 2020 et 2024, plus d'un tiers est allé chez des fournisseurs américains non souverains. L'ambition se heurte, encore une fois, à la réalité du marché. En fait, tout ça nous amène à ce qu'on pourrait appeler le trilemme de la souveraineté. Les décideurs publics font face en permanence à un arbitrage très compliqué entre ces trois pôles. Si on veut la meilleure performance technique, on se tourne souvent vers les acteurs américains. Si on priorise le coût, on peut être amené à écarter les solutions souveraines. Et si on cherche la souveraineté absolue, ça peut se faire au détriment des deux autres. La question finale, elle reste donc grande ouverte. Dans cette course technologique mondiale, est-ce que c'est vraiment possible de concilier une performance de pointe, une maîtrise des coûts et une indépendance stratégique totale ? Le cas français nous montre que trouver cet équilibre, c'est le grand défi de notre ère numérique. Et la réponse déterminera l'autonomie des nations pour les décennies à venir.